Fortaleza, Brésil. Mars 2005. Tu regardes un van blanc s'arrêter devant une petite maison, rue 25 de Marceau. Deux hommes en descendent, vêtements de chantier tachés, bottes couvertes de boue. Ils ouvrent les portes arrière et commencent à sortir du matériel. Un voisin s'approche. Les hommes sourient. Ils expliquent qu'ils lancent une entreprise de paysagisme. Gramma Synthetica, pose de gazon artificiel. Le voisin semble rassuré. La maison était vide depuis des mois. Ça fait presque plaisir de voir quelqu'un s'en occuper. Mais il ne comprend pas ce qui se joue vraiment. Ces sacs de terre ne sont pas en train d'être déchargés. Ils sont en train d'être chargés dans le van. Parce que cette maison a été louée pour une seule raison. Elle se trouve à environ 90 mètres de l'agence du Banco Central do Brasil, à Fortaleza, quasiment en ligne droite. Et pendant les mois qui suivent, une équipe va creuser un tunnel sous la ville. À travers l'argile, la roche, des canalisations d'eau, des câbles électriques, jusqu'au coffre. S'ils réussissent, ils emporteront environ 164 millions de réais en liquide, soit à l'époque près de 70 millions de dollars. Et là, à cet instant précis dehors, avec des pelles et des pioches, leur chef n'a aucune garantie, juste une direction. Le coffre est là. Et personne n'imagine qu'on puisse l'atteindre par-dessous. En moins de 100 jours, l'argent disparaîtra. Et la police ne comprendra pas comment. Mais voici ce que l'équipe n'a pas encore intégré. Avec 25 hommes, quelqu'un finit toujours par faire une erreur. Et cette erreur va transformer le plus gros braquage du Brésil en une chasse à l'homme. L'horloge tourne déjà. 6 mois plus tôt. Septembre 2004. São Paulo. Luis est assis dans un bar avec 4 autres hommes. Bouteille de bière sur la table. Voix basse. Pour n'importe qui, ce sont de vieux amis qui se retrouvent. En réalité, ils fabriquent un braquage. L'un est ingénieur avec une vraie expérience de chantier. Il comprend les tunnels, la stabilité des sols, les renforts. Un autre a travaillé dans une banque. Il connaît les habitudes, les plans, les points faibles, les horaires. Le troisième est serrurier. Système haute sécurité, outils, précision. Le quatrième blanchit de l'argent. Il sait faire circuler des billets sans déclencher d'alerte. Luis expose son idée. La plupart des braquages échouent à cause du temps. Tu as quelques minutes avant l'arrivée de la police. Mais... et si le temps n'était plus un facteur? L'ingénieur demande comment. Luis déplie une carte. L'agence du Banco Central à Fortaleza. Il montre le coffre, puis une rue résidentielle à 2 pâtés de maison. L'ingénieur calcule, estime la distance, pense au sol. Il dit que c'est possible. Difficile, dangereux, mais possible. Le tunnel devrait faire environ 80 mètres, être à au moins 3 mètres de profondeur, être creusé chaque nuit pendant des mois. Et surtout, il faudrait évacuer une quantité énorme de terre sans attirer l'attention. Luis hoche la tête. Pas d'alarme, parce qu'ils ne forceront ni porte ni mur. Ils arriveront par-dessous. Le serrurier demande pour la porte du coffre. Acier renforcé, verrouillage temporisé. Luis secoue la tête. Ils ne la toucheront pas, parce que le point faible n'est pas la porte. C'est le sol, du béton, du ferraillage. Ils perceront par la base. Silence, puis l'ingénieur parle. Il est partant, mais il faudra plus de monde. En moins de 2 semaines, Luis rassemble l'équipe. 25 hommes au total, chacun un rôle, chacun une part. Et personne ne prononce la vérité tout haut. Avec 25 personnes, il suffit d'un seul faux pas pour tout faire s'écrouler. Février 2005. Fortaleza. Luis loue la maison rue 25 de Marceau. Petite, banale, 2 chambres et un garage. Le propriétaire demande à quoi elle va servir. Luis répond qu'il lance une entreprise de paysagisme, qu'il lui faut de l'espace pour stocker. Paiement en espèces, d'avance. Aucune question. Dès le lendemain, ils mettent en scène. Une pancarte, Gramma Synthetica, service de paysagisme. Un van blanc devant. Des râteaux, des pelles, des échantillons de gazon artificiel. Pour le voisinage, c'est crédible. Mais à l'intérieur, ils vident la chambre du fond, arrachent les carreaux et commencent à creuser. Le premier problème arrive tout de suite. Le sol est plus dur que prévu.
Argile mélangée à de la roche. La progression est lente, épuisante. L'ingénieur adapte le plan. Meilleurs outils. Renfort plus solide. Ventilation renforcée. Lui s'accepte. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller vite. À la fin de la première semaine, ils ont creusé un puits d'environ 3 mètres et l'ont renforcé avec des poutres en bois. Puis ils attaquent l'horizontale. 2 hommes à la fois. Un creuse, un remplit des seaux. Les seaux remontent, le van se charge. Chaque nuit, le van traverse la ville pour déverser la terre à des endroits différents. Le tunnel est étroit, instable, et l'air devient rare. Chaque mètre peut s'effondrer. Ils installent des tuyaux PVC pour amener l'air et un ventilateur pour pousser un peu d'oxygène. Ça aide, mais à peine. Fin mars, ils sont à mi-chemin. La fatigue fait monter les tensions. Des disputes éclatent, la pression monte. Luis les réunit et les ramène à l'essentiel. 164 millions de réais, divisés en 25 parts. De quoi changer la vie de tout le monde dans cette pièce. Alors, ils se remettent au travail. Et ils continuent. Avril 2005. Ils approchent et la ville résiste. Ils tombent sur une conduite d'eau, assez pour infiltrer et inonder le sol du tunnel. L'ingénieur modifie légèrement l'angle pour éviter une rupture. Puis, ils atteignent des câbles électriques. S'ils endommagent le mauvais, les techniciens viendront et le tunnel sera découvert. Ils avancent lentement, sécurisent les câbles et reprennent. Les semaines passent. Fin juillet, le tunnel est terminé. Il ne reste plus qu'une chose. La fondation de la banque. Du béton armé. Le perçage doit être précis, discret et parfaitement calé. Les nuits de week-end. Quand la banque est fermée. Quand la ville fait assez de bruit. Quand personne n'écoute. Nuit du vendredi 5 au samedi 6 août 2005, 23h. L'équipe se rassemble dans la maison. Dernière se consigne. Soigneux, silencieux, 0 erreur. 4 hommes entrent dans le tunnel avec perceuse, lampe et outils. Ils rampent sur près de 80 mètres jusqu'à ce que la terre devienne du béton. L'ingénieur marque l'endroit et il perce. Le bruit est violent sous terre. Il perce, s'arrête, écoute. Rien. Pas d'alarme. Ils reprennent. Heure après heure. Puis enfin, la mèche traverse. De l'air frais s'engouffre. Ils élargissent l'ouverture jusqu'à ce qu'un homme puisse passer. Un homme grimpe dans le niveau inférieur de la banque. Murs en béton, stockage, produits de nettoyage. Au-dessus de lui, l'accès qui mène au coffre. Ils sont dedans, mais ils ne peuvent pas agir. Le lendemain, la banque redeviendra active et des agents de sécurité pourront circuler. Les agents de sécurité seront partout. Alors, ils reculent. Ils repartent par le tunnel. Ils reviennent dans la maison et ils attendent la nuit suivante, quand le bâtiment sera calme. Samedi 6 août 2005, 20h. La banque ferme pour le week-end. Porte verrouillée. Ronde de sécurité. Et sous le bâtiment, l'équipe commence à bouger. À 22h, ils entrent dans le tunnel par groupe. 5 à la fois. Sacs, outils, eau. Ils atteignent la banque, ouvrent l'accès au coffre par-dessous et montent. À l'intérieur, des étagères pleines de boîtes d'argent. Des piles et encore des piles. Ils forment une chaîne humaine. Remplir les sacs, les descendre. Sous-sol, tunnel, maison. Recommencer. Heure après heure. Vers l'aube, un homme panique dans le tunnel. Il étouffe, il recule en rampant, affolé. Il heurte une poutre de soutien. De la terre tombe. Pendant une seconde, tout le monde se fige. L'ingénieur ordonne d'arrêter. Pas de geste brusque. Ne touchez pas aux parois. Il stabilise. Le tunnel tient. L'homme en panique est fini. Mais l'opération continue. Au matin, la maison déborde déjà de sacs. Mais le jour est dangereux. Les voisins se réveillent. Les fenêtres s'ouvrent. Alors, Luis tranche. Pause pendant la journée. Retour dimanche soir pour finir. Dimanche 7 août 2005. Nuit. Il retourne dedans, plus vite, plus sûr. Il vide ce qu'il reste. Au petit matin, le coffre est presque nu. Total emporté. Environ 164 millions de rodala, soit à l'époque près de 70 millions de dollars. Il ne laisse aucun message, aucune signature.
Ils disparaissent par petits groupes, routes différentes. Comportement normal. Pas de dépenses soudaines, pas d'attention. Le partage viendra plus tard, quand la pression sera retombée. Lundi 8 août 2005. Matin. La banque ouvre. Tout semble normal, jusqu'à ce qu'un responsable arrive vers la zone du coffre. Il s'arrête net. Étagère vide, boîte disparue, argent disparu. Aucune porte forcée, aucune alarme, aucune effraction. Puis quelqu'un remarque l'ouverture dans le sol, un trou, un tunnel. La police arrive, rampe dans le passage et ressort, dans la maison rue 25 de Marceau. Vide, abandonné. Du matériel de jardinage, des échantillons de gazon artificiel, une fausse enseigne. Pendant un instant, c'est parfait. Mais la vraie question n'est pas comment ils ont fait. La vraie question est celle-ci. Avec 25 hommes et 70 millions de dollars en cash, combien de temps avant qu'un seul dérape? 3 semaines plus tard, un homme entre dans une concession automobile à Fortaleza. Il veut une voiture neuve. Le vendeur demande comment il va payer. L'homme sort une enveloppe pleine d'espèces, gros billets, propres, alignés. Il sourit et dit qu'il a gagné à la loterie. Mais il n'a pas l'air chanceux, il a l'air terrorisé. Le soir même, le vendeur appelle la police fédérale. En quelques heures, la police suit l'acheteur et il les mène vers d'autres membres de l'équipe. Les perquisitions commencent. On retrouve de l'argent, parfois encore emballé comme s'il venait directement du coffre. Les arrestations s'enchaînent, interrogatoires, marchandage et au bout du fil, des noms. Lui s'est identifié comme le chef. La chasse à l'homme se referme. Luis fuit le Brésil et passe au Paraguay, vers des villes frontières où les criminels se cachent. Pendant un temps, ça marche. Profil bas. Silence. Puis il fait l'erreur classique. Il appelle au pays, amis, famille, contacts. Et ces appels sont surveillés, traqués, localisés. La police se rapproche. Il est arrêté, extradé, condamné. Mais la fin de l'histoire n'est pas sa peine de prison. La fin de l'histoire, c'est l'argent. Parce qu'on n'en récupère qu'une partie. Et le reste disparaît. Caché, blanchi, enterré, dépensé ou intact. Alors voici la dernière question. Où est cet argent aujourd'hui ?